Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Parce que j'irais même jusqu'à dire que cette vidéo c'est plutôt un témoignage. Et premièrement, ma prière pour cette vidéo c'est vraiment qu'elle puisse atteindre et toucher là où les personnes qu'elle est supposée toucher. Parce que the way l'idée m'est venue d'aller chercher cette story time, c'était vraiment bizarre. Et ça veut dire que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Et donc je prie que cette vidéo puisse t'atteindre et vous atteindre s'il y a plusieurs personnes. Également, j'aimerais vraiment remercier la personne qui a accepté de me raconter cette histoire. C'est une grande sœur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Parce que voilà, ça n'a pas été facile. Et si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Merci vraiment de m'avoir fait confiance avec cette histoire. Et je prie que Dieu continue à avoir sa main sur toi dans ta vie. It's only up from here. Alors maintenant, avant d'entrer dans la story time, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez au courant et on peut continuer cette relation qu'on a commencée en fait. Bref, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors, comme vous le savez, dans toutes mes story time, je change les lieux, je change les noms, je change tout pour essayer de brouiller un peu, de vous embrouiller un peu, ok? Alors, pour commencer, aujourd'hui on va parler de l'histoire d'Imani. Ce n'est pas un nom que je lui ai donné de manière anodine. Je l'ai appelé Imani parce que Imani en swahili veut dire foi. Et c'est le nom qui m'est venu et voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Imani en fait. Pourquoi je vous donne des explications? Je rigole. Ok, alors Imani, à l'âge de 22 ans, vivait à New York. Elle vivait à New York, elle avait un petit job, voilà, sans plus, hein, vous savez quand on est jeune, etc., on se cherche. Et voilà, Imani se cherchait. Cet été-là, elle a rencontré un homme qui était plus âgé qu'elle, qui l'a draguée, qui l'a séduite, et elle est par la suite tombée enceinte de lui. Alors il faut savoir que c'est vrai que j'ai dit que cet homme était plus âgé, je ne vous ai pas dit de combien, mais cet homme avait pratiquement le double de son âge, il avait 40 ans. Alors c'est là qu'elle apprend qu'elle est enceinte. Malheureusement elle ne le connaissait pas plus que ça. Comme ça se passe chez beaucoup d'Africains, elle a été rejetée par sa famille et par son oncle chez qui elle vivait parce que c'est inadmissible de tomber enceinte hors mariage. Alors ce qui s'est passé c'est que le monsieur en question a accepté de la prendre en charge et il a dit ne t'inquiète pas, je vais te prendre un appartement, je vais te mettre bien. Il a mise bien, etc. etc. Maintenant j'ai oublié de mentionner que cet homme vivait à la base en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à venir de temps en temps la voir pendant sa grossesse. Donc, il faisait 3 mois là-bas, 3 mois aux États-Unis auprès d'elle. Ils ont commencé à préparer la venue du bébé, etc. Et au bout de 6 mois de grossesse, elle apprend que cet homme avait déjà une femme ainsi que des enfants en Europe. Hish. Men can lie. Oh God. Men can lie. Oh God. Men can lie. Lord have mercy. Elle apprend ça et c'était l'une des raisons pour lesquelles, quand la famille l'avait confrontée pour demander au monsieur s'il voulait l'épouser, etc., le monsieur avait dit non. Il avait dit que ça allait pas être possible, etc., que lui voulait uniquement s'occuper de son enfant et continuer sa relation ainsi avec Imani. Imani est restée dans cette relation-là. Elle n'avait pas vraiment le choix, hein, on doit se dire la vérité, elle n'avait pas vraiment le choix parce que voilà, elle n'avait plus beaucoup de support. Et elle a évolué dans cette relation-là et elle a vécu ainsi pendant 1 année et demie. Et elle a accouché comme ça et elle est restée dans cette relation-là. Et cet homme venait faire 3 mois en Europe, 3 mois avec elle aux États-Unis. Au bout d'1 année et demie, Imani s'est remise en question et elle s'est dit qu'en fait, c'est pas cette vie-là qu'elle voulait pour elle. Et qu'elle n'était pas à l'aise dans sa peau de savoir qu'elle faisait mal à une autre femme comme elle. Qu'elle était the side chick. Et cette position-là ne lui plaisait pas du tout. Alors, elle a commencé à essayer de plaquer cet homme. Ce qui est vrai, c'est que lors de leur relation, les amis de cet homme ont commencé à lui mettre des idées dans la tête en mode « t'es sûre qu'elle t'est fidèle, etc. » Genre c'est une jeune congolaise, parce que voilà, je ne vais pas citer le pays de cet homme-là, mais il n'était pas congolais. Alors, ses amis ont commencé à lui dire « mais t'es sûre qu'elle t'est fidèle, etc. » Du coup, ça a commencé à mettre des idées dans la tête du monsieur, parce que le monsieur s'est dit « c'est vrai, elle est jeune, elle est belle. Est-ce qu'elle va pas aller me tromper avec un jeune homme de son âge et tout, et un autre Congolais comme elle en fait ?» Et du coup, il a commencé à énormément la contrôler. Il a commencé à lui demander, il l'appelait en plein milieu de la nuit pour savoir si elle était vraiment seule, filme-moi l'appartement, nanana. Elle pouvait plus vraiment sortir pour faire des courses. À chaque fois qu'elle disait qu'elle avait besoin de quelque chose, le gars, qui s'occupait bien d'elle malgré tout, mais à chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, il appelait quelqu'un pour que la personne vienne lui déposer cette chose-là. Genre, il ne la laissait pas être libre de ses mouvements. Ce qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle s'est dit qu'en fait, cette vie-là, c'était pas la vie qu'elle méritait en fait. Alors comme j'ai dit, elle a essayé de se séparer de lui à plusieurs reprises, mais l'homme ne voulait pas
la quitter, tout simplement. Il disait non, t'as ma fille, t'es ma femme. Mais t'as déjà une autre femme. Mais je vais essayer de pas trop m'exciter parce que voilà. Men. Donc voilà, elle a mis en place un plan. Elle a décidé de venir voir sa famille en Belgique. Son plan, c'était que elle a dit au monsieur, écoute, comme je vais partir en Belgique tout l'été, parce qu'il y a l'anniversaire de ma mère, etc. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que c'est mieux que je quitte mon appartement. Comme ça, on met tout dans un storage. Et par la suite, quand je reviens, on cherchera un autre appartement. Sinon, tu vas dépenser pour rien, tu vas dépenser beaucoup d'argent, etc. Et ça servira à rien. By the way, s'il y a du bruit, c'est mon ventilateur, parce que sinon, je vais fondre. Et moi et mon maquillage devant la caméra, donc c'est pas ça le but. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. J'espère que ça se tourne même pas parce qu'il est un peu loin, mais bon, bref. Alors voilà. Donc son plan, c'était, donc elle dit au monsieur, écoute, on met tout, nanana, comme ça tu dépenses pas trop d'argent, etc., etc. Alors, ils ont fait ça, et lui, il était d'ailleurs content parce qu'il s'est dit, ah, tu seras en Europe comme moi, c'était pas le même pays, mais tu seras en Europe comme moi, et je pourrais mieux te contrôler, ce sera plus facile pour moi de venir te voir, etc. Par la suite, elle vient en Belgique, et quand elle vient en Belgique, elle arrête de répondre au téléphone, donc le monsieur n'arrivait plus à la contrôler, et ça le rendait fou. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par la quitter lui-même, et elle a été libérée de cette situation qui était peu recommandable. Par la suite, pendant qu'elle était en Belgique, elle rencontre l'homme de sa vie. C'était quelqu'un que sa maman connaissait et qui, quand il l'a vu, ils ont commencé à faire connaissance, petit à petit parler. Ils avaient le même âge, il était congolais comme elle. Ils ont commencé à échanger, ils ont commencé à devenir amis. Et en fait, s'en est suivi une histoire d'amour. Et une très belle histoire d'amour. Après une année, comme je vous ai dit, elle est venue avec sa fille en Belgique, qui avait déjà 1 an et demi à ce moment-là. Son homme, on va l'appeler David. On va l'appeler David. Alors David a accepté d'adopter sa fille, il est parti l'épouser, ils sont partis au Congo, il l'a épousée et ils ont commencé à vivre leur histoire d'amour. David était ingénieur, comme j'ai dit, c'était un jeune homme comme elle, il a commencé à très bien gagner sa vie, etc., etc. Donc ils se sont mis ensemble et tout allait bien. Donc voilà, ils vivaient leur vie, comme je vous ai dit. Elle n'est plus retournée aux États-Unis. Après avoir rencontré David, elle s'est finalement installée en Belgique. Et c'est là qu'ils ont commencé à créer leur petite vie. 1 année ou 2 ans après s'être mariés, ils ont eu leur première fille ensemble. Parce que, comme je vous ai dit, il avait adopté sa première fille, donc c'était leur fille à tous les deux. Et ensuite, ils ont eu leur 2e fille, par la suite leur 3e fille. Et c'est comme ça qu'ils vivaient leur petite vie en Belgique. Comme j'ai dit, David gagnait bien sa vie. Et elle ne pouvait pas travailler vu qu'elle était américaine qui vivait en Belgique. Donc elle ne pouvait pas travailler. Mais ils vivaient bien, ils avaient leur petite routine. Ils allaient souvent au restaurant, des petites dates, des petits trucs par-ci, par-là. Ils étaient romantiques, ils mangeaient ensemble, ils avaient les mêmes centres d'intérêt. En fait, est-ce que vous voyez que il y a des filles qui vivent l'amour, le vrai? Pas vous autres là qu'on néglige comme la fête des pères. J'ai dit, oui, relation tu es dedans, on te néglige, on dirait fête des pères. Il faut quitter dedans. Pardon, il faut quitter dedans. Hein, les filles? Que cette partie vous travaille. Bref, vous avez une bonne vie. Mais ce qui était bizarre, c'était que malgré le fait que l'homme gagnait beaucoup d'argent, ils avaient quand même des problèmes financiers. Genre, ils ne vivaient pas au niveau de la somme d'argent que cet homme se faisait dans la vie. Alors, après un moment, elle a décidé de proposer, Imani a décidé de proposer à David de retourner vivre aux États-Unis. Tout d'abord parce qu'elle allait être en mesure de travailler et de l'aider financièrement. Deuxièmement, parce que en tant qu'ingénieur, elle savait que s'il partait aux États-Unis, il aurait la capacité et la possibilité de se faire plus d'argent. Et troisièmement, parce que leur fille aînée avait learning disabilities, je sais pas comment on dit ça, elle avait des problèmes d'apprentissage. Malheureusement, on n'arrivait pas à bien la suivre comme il le fallait. Tout simplement parce qu'on disait oui, la raison pour laquelle elle a du mal à l'école, etc. c'est parce que à la base elle était anglophone et maintenant elle doit apprendre le français, mais elle était anglophone jusqu'à ses 1 an. Ça veut dire qu'à 1 an on parle pas plus que ça, donc en fait on ne pouvait pas vraiment les aider. Donc quand ils en ont parlé en tant que couple, parce que la communication c'est très important, quand ils en ont parlé en tant que couple, ils ont décidé que déménager aux États-Unis était la meilleure solution. Alors c'est là que les premiers problèmes ont commencé à surgir, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, il vivait avec son petit frère et sa petite sœur, et donc le papa, qui lui vivait encore en Afrique, était mécontent du fait qu'il allait laisser son frère et sa sœur seuls en Belgique. Et son père lui a dit, oui mais non, comment tu vas abandonner ta famille et partir loin comme ça, et lui il a répondu à son père que ma famille c'est ma femme et mes enfants. Et mon frère et ma soeur, je ne les laisse pas comme ça, je ne les abandonne pas. Je leur ai pris un appartement pour qu'ils puissent être bien et être à l'aise, mais moi je dois partir continuer ma vie avec ma famille. Donc c'est là qu'il a commencé à avoir des petits couacs
entre Imani, sa belle famille, son mari, etc. Alors ils ont déménagé aux États-Unis et comme prévu, Imani a commencé à travailler. Cependant, David a gardé le même poste, au même travail, mais il travaillait à distance. Ils étaient dans une maison où il y avait 2 revenus. Ils ont reconstruit leur vie et ils sont partis vivre à Houston. Et quand ils sont partis vivre à Houston, voilà, tout se passait bien, tout évoluait bien, etc. Et lui, il travaillait à partir de la maison. Alors, à un moment, il a commencé à sentir qu'il avait des maux de tête, mais que les nerfs le dérangeaient, mais plus derrière l'oreille. Alors, il s'en est plaint pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et à partir d'un moment, Imani a dit, écoute, tu sais, je trouve ça bizarre que tu aies ce genre de douleur, etc. Allons à la clinique pour essayer de voir la tension. Et en effet, quand ils sont partis à la clinique, la tension de David était très élevée. Ils sont ensuite partis à l'hôpital et c'est là que, voilà, en effet, il était un peu en surpoids par rapport au fait que, voilà, il travaillait à partir de la maison, il bougeait pas beaucoup, voilà, il gardait la petite puisque leur cadette était encore petite, donc il gardait la petite, il était beaucoup à la maison et donc ça a fait que, voilà, ça a un peu commencé à affecter sa santé. Donc le docteur le met sur un régime particulier pour qu'il puisse perdre du poids, etc., qu'il puisse faire du sport, etc., pour perdre du poids, pour que sa tension puisse diminuer. En effet, le temps est passé et comme il aimait beaucoup sa famille, il avait dit, docteur, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous me dites de faire, je vais le faire parce que je ne peux pas mourir jeune étant donné que j'ai ma femme, j'ai mes enfants que j'aime énormément et donc je vais me battre. Et en effet, il a fait tout ce qu'il fallait faire, il a perdu du poids, il était bien et c'était un bon vivant. C'était quelqu'un de très comique, c'était quelqu'un que beaucoup de gens aimaient, c'était quelqu'un de très aimé, très aimant aussi. Et il s'est, je vais pas dire il s'est sacrifié, mais il s'est discipliné pour que sa famille puisse être bien et pour se donner toutes les chances d'être là le plus longtemps possible auprès de sa famille. Ensuite, quelques mois plus tard, il a commencé à perdre la vue de son œil gauche. Alors c'était bizarre, c'était plus les maux de tête parce que du coup ses maux de tête avaient diminué, sa tension était beaucoup mieux, physiquement il était aussi beaucoup mieux, mais la vue a commencé à le déranger. Ils sont repartis à l'hôpital et le médecin a dit écoute, c'est bizarre parce que par rapport à ce que j'avais vu la dernière fois, tes résultats sont merveilleux et donc je comprends pas ce qui se passe. Le médecin l'a par la suite conseillé d'aller voir un ophtalmologue pour voir si voilà, il fallait peut-être qu'il porte des lunettes, etc., etc. Quand il est parti voir l'ophtalmologue lui dit que écoute, c'est bizarre parce que selon nos tests, les résultats sont magnifiques. You have 20/20 vision. Donc tu vois très bien, tes 2 yeux normalement tu devrais voir bien. Donc c'est bizarre que toi tu puisses voir. Donc il voyait comme une image, comme s'il avait un voile noir sur l'œil et ensuite il a commencé à ne plus voir les couleurs, il a commencé donc pour voir, même quand il était à un feu rouge, il devait couvrir son œil gauche pour voir si le feu était rouge ou vert ou orange. Il avait vraiment du mal. Alors l'ophtalmologue lui dit écoute, peut-être qu'il faudrait que tu ailles faire des tests pour qu'on voit si tout va bien dans ta tête, dans ton système neurologique, je pense. Ne me crucifiez pas si j'utilise pas les bons termes, je ne fais pas médecine. Donc c'est là qu'ils sont partis voir chez un spécialiste, un neurologue, etc. pour voir si tout allait bien. Parce que le premier médecin, donc l'ophtalmologue, se disait que c'était peut-être un mini AVC, qu'il avait fait un AVC dont on ne s'était pas rendu compte et que ça a peut-être laissé quelques séquelles. Ils sont partis faire les tests nécessaires. Mind you, étant donné qu'il vivait aux États-Unis et qu'il travaillait pour une compagnie belge, il n'avait pas d'assurance aux États-Unis. Donc tous ces frais-là, tous ces déplacements vers l'hôpital sortaient de leur poche. Imaginez l'organisation financière qu'ils devaient avoir pour pouvoir faire tout ça, parce que vous savez tous que les soins de santé aux États-Unis, ça coûte la peau des fesses. Donc bref, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, etc. Et ils sont partis voir un neurologue pour voir si tout allait bien au niveau de sa tête. Quelques semaines plus tard, ou une semaine plus tard, on les contacte pour leur dire que ils doivent vite venir à l'hôpital pour recevoir les résultats de ce qui se passait dans sa tête. Alors il a dit non mais donnez-moi les résultats au téléphone. Non, on insiste, vous devez vraiment venir et vous devez aller chez un spécialiste, etc., etc. Allez à tel hôpital et là-bas ils vous expliqueront un peu plus ce qu'il se passe. Quand ils ont contacté l'hôpital pour prendre rendez-vous, l'hôpital leur a dit avant même qu'on puisse le voir, étant donné qu'il n'est pas américain et qu'il n'a pas d'assurance, vous devez nous donner $6 000. Non mais attends. Imani n'a bien sûr pas du tout aimé ce traitement-là parce que à quel moment la vie d'une personne on peut mettre un prix dessus comme ça là? Du coup elle a dit non, c'est mort, on va pas là-bas, on va chercher ailleurs. Alors elle avait une cousine à elle qui travaillait dans un autre hôpital qui était aussi assez bien coté et elles ont décidé d'aller là-bas pour qu'ils se fassent soigner là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été très bien accueillis et d'ailleurs c'est très bien tombé parce que l'un des meilleurs
dans ce domaine de chirurgien neurologique. Ils étaient médecins dans cet hôpital-là et du coup, ils ont été très bien accueillis et ils étaient parmi l'un des meilleurs du pays. Quand ils ont vu ce docteur-là, ce docteur leur a dit qu'il avait une tumeur dans son cerveau, mais que la tumeur avait une forme qu'ils n'avaient encore jamais vue. Imaginez-vous, un médecin spécialiste en la matière, l'un des meilleurs du pays, qui rencontre une tumeur que même lui, dans son spécialisme, n'a jamais vue. La tumeur avait une forme indescriptible. Apparemment, elle était au milieu du cerveau, et ensuite elle encerclait le cerveau d'une certaine manière, et elle serrait, elle compressait le cerveau, donc c'était vraiment un truc que le médecin s'est dit, mais ça c'est quoi ça? Et le médecin a dit, écoutez, on doit commencer un traitement immédiatement, et on doit le mettre sous stéroïdes. Alors, je ne vous ai pas forcément donné le timeline, mais je vais vous donner le timeline maintenant. Alors, il faut savoir que l'histoire a commencé, quand je vous ai dit qu'elle avait 22 ans, l'histoire a commencé circa 2019. Ok? Il s'est passé ce qui s'est passé. Ensuite, en 2012, elle s'est fiancée avec David. Ensuite, en 2014, elle s'est mariée. En 2018, ils ont déménagé aux États-Unis. Et en 2019, il a commencé ses maux de tête. Pendant toute l'année 2019, c'est là qu'il y a eu, voilà, ophtalmolo, Et c'est en fin d'année 2019 qu'ils ont découvert que c'était une tumeur qui était dans son cerveau. Alors, comme je disais, en 2020, c'est quand il a officiellement commencé son traitement avec les stéroïdes. Pour voir comment la tumeur allait réagir. Parce que le but des stéroïdes, c'était de réduire la taille de la tumeur et voir comment elle allait réagir aux stéroïdes. Et ensuite, voir si on allait pouvoir opérer ou l'enlever, ou bref, voir comment s'en débarrasser. Alors, en janvier 2020, il a commencé à prendre des stéroïdes. Il faut savoir que quand tu prends des stéroïdes pendant une longue durée, ça affaiblit ton système immunitaire. En mars, il y a le Covid outbreak et voilà, il y a le confinement, il y a tout ce qui s'ensuit. Maintenant, imaginez-vous que lui David avait un système immunitaire fragile à cause des médicaments. Et en ce moment-là, il y avait le Covid-19 qui se baladait dans les rues en train de terroriser le monde entier. Alors, ils étaient obligés d'être super careful, de faire super attention avec où on l'emmenait, avec toutes les activités qu'on le faisait faire, etc. Et il faut savoir que pendant tout ce temps, pendant toute cette année-là, Imani travaillait. Imani a continué à travailler. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que quand il a eu le diagnostic de la tumeur, en janvier, juste avant qu'il commence, ils sont rentrés à la maison et Imani a pleuré. Elle avait peur, elle m'a dit, elle a insisté sur le fait qu'elle avait vraiment très peur et que quand elle s'est mise à pleurer, David lui a dit, écoute, je ne veux pas que tu pleures, j'ai besoin que tu sois forte et j'ai besoin que tu sois là. Et les hommes romantiques. J'ai besoin que tu sois là pour moi. J'ai besoin qu'ensemble, on soit là pour nos enfants. Et donc, j'ai besoin que tu sois forte. Parce que si toi, tu as peur, moi aussi, j'aurai peur. Et il n'y a personne qui pourra faire tête à cette maladie. Vous voyez quand on dit seul, on va vite. À deux, on va plus loin. C'est ça qui est là. Par la suite, elle a arrêté de pleurer. Mais elle a continué à vivre avec cette peur au-dedans d'elle. Et il faut savoir que physiquement aussi, prendre des médicaments, etc., non seulement ça affaiblit le système immunitaire, mais ça change même l'apparence d'une personne. Il faut savoir que David était, comme j'ai dit là tantôt, quelqu'un de très joyeux, quelqu'un de très lumineux, comme moi. Non, je rigole. Bref, on va faire comme si j'avais pas dit ça. Et c'était vraiment quelqu'un de très costaud, quelqu'un de très grand, quelqu'un de très imposant. Et avec les stéroïdes, il y a une forte prise de poids, mais comme je vous avais dit, comme il avait déjà des problèmes de tension, il fallait tout gérer, c'était vraiment it was a lot. Il fallait dire vraiment, c'était vraiment it was a lot. Alors, elle aussi, quelque part, son physique, elle a changé physiquement parce que bon, elle retenait beaucoup de sentiments au-dedans d'elle et elle intériorisait beaucoup. Et le fait d'intérioriser, ça l'a stressée énormément. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même physiquement, l'acné, voilà, elle avait pris un coup de vieux aussi, et, voilà, c'était vraiment pas facile. Et lui aussi de son côté avait également pris beaucoup de poids et sa tête avait également enflé parce que voilà, on appelle ça le moon face. Et pour ceux qui ont des tumeurs au cerveau et qui ont le cancer, etc., des fois les médicaments font que voilà, l'apparence change entièrement et le masque ne lui allait même pas, etc., etc. Donc les mois passent et ils continuent d'essayer de faire leur petite vie, d'avoir un semblant de vie normale avec le Covid et la tumeur qu'il avait. Et alors en septembre, parce que je vous ai dit on a commencé en janvier
2020. Alors en septembre 2020, le papa de David l'appelle pour lui demander, bon, qu'en est-il de ta maladie? Parce que c'est vrai que là, bon, on a eu un peu de nouvelles du fait que tu sois malade, etc. Mais c'était quelqu'un, David était quelqu'un qui était très fort. C'était quelqu'un qui, comme je vous ai dit, aimait partager la bonne humeur. Et du coup, accepter qu'il était malade et partager aux gens qu'il était malade, c'était quelque chose qui était très difficile pour lui. Parce que lui, il ne voulait pas que les gens aient pitié de lui. Et du coup, ben voilà, quand il voyait les gens, ou quand les gens le voyaient, ils voyaient son apparence, il disait tout simplement que voilà, j'ai un petit truc. C'est pas grand chose, ne vous inquiétez pas, ça va aller très bien. Mais elle essayait d'être honnête envers la famille et leur dire ce qui se passait vraiment. Et elle avait donc aussi pris l'initiative d'appeler la mère de David, qui est également en Afrique, pour lui dire, écoute, moi j'aimerais qu'on crée un groupe WhatsApp pour lui, qu'on puisse commencer des prières, etc., etc. Parce que moi j'ai vraiment peur et j'aimerais pas que quelque chose puisse lui arriver. Et par la suite, ben, la maman de David a refusé. Et elle a par la suite appelé David pour lui dire, ouais, mais ta femme, c'est quoi ça? Pourquoi elle essaye de me faire peur, etc. Parce que moi, voilà, toi, tu nous dis que c'est pas grand-chose. Et elle veut qu'on crée des groupes WhatsApp, etc. Moi, franchement, nana. Du coup, David et Imani ont eu quelques problèmes par rapport à ça. Et Imani a accepté que, bon, ok, c'est pas grave. Comme elle veut pas, ben, c'est pas grave, on va continuer à prier et on va continuer à se battre contre cette maladie. Alors, il faut savoir qu'ils avaient aussi pris contact avec beaucoup de pasteurs qui se mettaient aussi également en prière. Et lui, David, n'avait pas forcément grandi dans la prière. C'est pas quelqu'un qui était né dans une famille où les gens priaient beaucoup. Mais c'est vrai qu'il connaissait Dieu, mais c'est vrai que cette maladie l'a encore plus rapproché de Dieu. And as a family as well, cette maladie les a réunis. Il y avait des nuits où il se réveillait la nuit pour lui dire, écoute, j'ai peur. J'ai vraiment peur parce qu'il y a quand je dors, je rêve qu'il y a des gens qui se tiennent devant mon lit et qui disent tu vas mourir. Il y a des gens qui venaient le visiter la nuit pour lui dire qu'il allait mourir. Après, il faut savoir que certains médicaments qu'il prenait potentiellement donnent des hallucinations. Donc voilà, c'est à chacun de voir comment il va prendre ça, s'il va prendre ça du côté spirituel ou s'il va prendre ça, s'il va mettre ça sur le dos des hallucinations. Mais ce qui est vrai, c'est que il avait l'impression des fois la nuit que les gens venaient le chercher ou avaient des discussions pour lui dire devant son lit qu'il allait mourir. Alors pendant la nuit, il se réveillait pour dire à sa femme, écoute, j'ai peur, j'ai failli dire son vrai nom. Imani, j'ai peur, prie avec moi. Et donc ils se réveillaient la nuit, ils priaient ensemble. Elle le rassurait, même si elle aussi avait peur, elle le rassurait que tout allait aller et que Dieu était au contrôle. Alors, comme pour en revenir à la conversation qu'il avait eue avec son père, son papa lui dit, écoute, moi je comprends pas ce qui se passe, ta maladie là, on comprend pas très bien. On aimerait que, voilà, toi tu as toujours des maladies bizarres, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement? Moi je te dis, si tu reviens en Afrique, tu verras, cette maladie va disparaître. Et il a répondu à son papa, non, je souffre énormément, et c'est une maladie grave qui peut me faire perdre la vie. Et je n'aimerais pas quitter ma famille et aller mourir loin d'eux. Je veux rester auprès d'eux et s'il faut que je perde la vie auprès d'eux, je perdrai la vie auprès d'eux. Il y a des hommes. Il y a homme et homme. Il y a homme et homme grand H. H majuscule. C'est là que, voilà, encore une fois, les mois passent, le mois de septembre, le mois d'octobre. Et au mois de novembre, les médecins décident de faire un test. Et les médecins décident de voir, écoutez, qu'est-ce qui se passe réellement, si les stéroïdes ont aidé, etc. Parce que ça fait bientôt une année qu'ils prenaient des stéroïdes et on avait besoin de voir si tout allait bien. Alors, parce qu'aussi, ils avaient 3 groupes de médecins, vu que il y avait la partie neurologique dont il fallait se charger, donc tout ce qui était en rapport avec les nerfs, la tête, etc. Il y avait aussi la partie qui était due aux stéroïdes, il y avait la partie où il avait le système immunitaire affaibli. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ils ont pris des médecins aussi un peu naturalistes qui pouvaient l'aider à rebooster son système immunitaire, mais de manière naturelle, sans ajouter de médicaments. Donc, et voilà, il y avait des gens qui s'occupaient de sa tension, etc., etc. Ça faisait beaucoup. Imaginez ce par quoi ce couple, cette famille est passée pendant ces temps-là. Alors, comme j'ai dit, arrivé au mois de novembre, les médecins ont décidé de faire un test pour voir si les stéroïdes avaient aidé ou ce qui se passait dans sa tête. On a fait les tests nécessaires et malheureusement, la tumeur n'avait pratiquement pas répondu au traitement. Donc la tumeur était toujours comme ça, elle avait toujours une forme pratiquement de serpent, ça encerclait et était dans le cerveau d'une manière vraiment très bizarre. Donc les médecins ont décidé que au mois de décembre, ils allaient opérer et prendre une petite partie de la tumeur pour pouvoir faire des tests et voir de quoi elle était faite ou de qu'est-ce qui l'a causé, enfin voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, cette opération était prévue pour le 7 décembre.
Et donc le mois de décembre, on entame le mois de décembre et ils ont fait les tests Covid nécessaires pour voir si il était en bonne santé, etc. Pour voir si il n'avait pas le Covid et si on pouvait l'opérer. Et en effet, tout est revenu négatif et donc ils ont schedulé l'opération pour le 7 décembre. Le 7 décembre matin, ils se sont réveillés, ils ont prié et ils ont pris la route pour l'hôpital. En allant à l'hôpital, Imani était vraiment dans l'émotion et elle avait peur, encore une fois. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, elle a parqué la voiture et elle s'est mise à pleurer. David lui a demandé pourquoi tu pleures. Elle a dit parce que j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si tu vas sortir de cette opération là et tu es mon monde, tu es mon tout. J'ai construit tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis aujourd'hui. Je me suis construite autour de toi, si pas reconstruite avec les événements qu'elle avait eu avant cette relation là. Je me suis construite autour de toi, on a des enfants, on a toute une vie et je ne me vois pas vivre sans toi. Donc si tu m'abandonnes, moi je sais pas comment je vais faire. Et David lui a dit n'aie pas peur, je vais sortir de cette opération là. J'aime ma famille, je t'aime toi et j'aime nos filles et je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc je vais sortir de cette opération sain et sauve, ne t'inquiète pas. Et ils ont commencé à blaguer. Un couple. C'était vraiment un couple qui avait une grande complicité. Alors elle a commencé à lui faire des blagues en pleurant, en lui disant écoute, si pendant l'opération tu vois la lumière, faut pas partir vers la lumière, toi tu cours dans le sens opposé. Si on vient te chercher, toi tu dis non, ma famille m'attend de l'autre côté, donc non, je ne viens pas. Et il a dit ne t'inquiète pas, j'irai pas vers la lumière. Alors ensuite il part en salle d'op. Ils sont arrivés. C'était une opération qui devait durer 2 heures. Donc il est entré en salle d'op à 8 heures. Et juste avant l'opération, ils ont eu une petite conversation pour dire écoute, David, est-ce que tu veux qu'on appelle ta famille? David a dit oui, on va quand même leur dire que je me fais opérer aujourd'hui, etc. pour voir, pour quand même les prévenir de ce qui va se passer. Alors ils ont appelé la famille pour dire qu'il est entré en opération et qu'il aurait fini dans les 2 heures. Alors elle se met dans la salle d'attente, toujours en train d'intercéder et de prier. Et après 4 heures, le médecin vient la voir. Et c'est là qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Voilà. On va s'arrêter là. Et la suite dans la partie 2, en fait. Surtout, j'espère que jusqu'ici, j'ai pu build de suspense. Les leçons, comme vous savez, les leçons seront à la fin de la deuxième partie. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue parce que sinon vous allez vous dire mais en fait cette meuf, elle parle pendant 60 minutes. Donc je vous laisse là, comme j'ai dit, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo jusque là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer. La vidéo devrait sortir dans les 4 jours, donc stay tuned, si vous êtes gentil, peut-être que je vais la faire sortir après 2 jours, après 3, avant dimanche, who knows. En tout cas je vous fais des gros bisous, comme j'ai dit, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche parce que vous ne serez pas déçus de la suite en fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.